Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, comme d'habitude, vous le savez, sur notre plateau, nous abordons des sujets assez sensibles et ce soir, nous ne ferons pas exception. Nous parlons donc de 2025, vivre avec le VIH. Aujourd'hui, quelle réalité? Avec nos 4 invités, on essaiera d'aborder des réalités humaines que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous connaîtrez avec eux. Nos 4 invités, nous vous remercions. Vraiment, merci à vous d'être là. Première semaine de décembre, on le sait, il y a une mobilisation qui se fait sur le terrain et vous nous en parlerez dans un instant. Je vais commencer avec vous, Madame Ida Mandala. Merci d'être là. Donc, vous êtes sexologue et sexothérapeute. Alors, c'est la même chose? Oui, c'est à peu près la même chose. Après, la notion de sexothérapeute comprend plus la dynamique en santé mentale, en fait. D'accord. Et donc, vous travaillez à Action SIDA Martinique et vous êtes là ce soir justement pour parler de ces réalités humaines dont on discutait à l'instant, que j'évoquais. Alors, quand on parle de VIH, on parle de réalité, on parle de chiffres, on parle beaucoup aussi de traitement, mais au-delà de traitement, on l'a dit, ce sont des humains. Il y a l'amour, le sexe, la sexualité, n'est-ce pas? L'envie d'être parent, et on parle aussi, n'est-ce pas, de l'amour et puis de la charge du regard social et cette envie de vivre comme tout le monde. Comment est-ce que, au sein de l'association, comment est-ce que vous gérez un peu tout ça et quelle est aujourd'hui la réalité du terrain? Alors, au niveau de l'association, nous accompagnons les personnes vivant avec le virus du sida et à travers deux, on va dire, deux thématiques, hein, donc la lutte contre la précarité et la lutte contre l'isolement. Mm. Donc, pour permettre à ces personnes justement de diminuer la précarité, notamment à travers des aides, que ce soit alimentaires, des aides financières aussi, et aussi la lutte contre l'isolement en les orientant vers un psychologue, un sophrologue ou un thérapeute qui vont les aider justement à vivre avec avec le VIH. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est que il reste encore des stigmates et c'est encore difficile pour eux justement de vivre avec le VIH malgré les avancées thérapeutiques. Donc on est encore en 2025, encore à cette lutte contre l'isolement pour les personnes atteintes du VIH. Dans un instant, vous nous expliquerez pourquoi est-ce que c'est notamment avec vous, et je me tourne d'ailleurs vers vous tout de suite, Madame Moukas, vous êtes avec nous, vous êtes connue de nos Itata, puisque c'est votre X fois, on ne les compte plus, et tant mieux, puisque votre présence est toujours bienveillante par vos conseils. Donc vous aussi, vous êtes, on va dire, vous êtes fille de membres fondateurs de l'association Action SIDA Martinique, Oui. Et votre maman est Ma donc mère est présidente. présidente depuis quelques années, mais elle fait partie des membres fondateurs en 1987, donc bientôt 40 ans. Mhm. Donc elle fait partie des membres fondateurs qui, nous, les enfants, comme je disais avant l'émission, je me rappelle le côté où on tamponnait les prospectus, etc., etc. Donc on se rappelle de tout. C'est ça. Alors, encore aujourd'hui, Madame Mandala nous parlait de ce problème d'isolement. Quels sont aujourd'hui, selon vous, en tant que psychologue, ce que vous voyez sur le terrain, les enjeux psychologiques qui touchent les personnes atteintes du VIH? Alors, les enjeux psychologiques sont surtout en lien avec la manière dont la personne va se percevoir dès qu'elle est atteinte, entre guillemets, dès l'annonce de la maladie. Mhm. Puisque entre le moment où elle est atteinte et des fois l'annonce de la maladie, il se passe des fois quelques années. Et, et l'infection, pas la maladie. Pardon. Ma mère va me taper sur les doigts. Oui, parce qu'il faut distinguer Il faut le VIH distinguer. du sida. Exactement. Mhm. Et en fait, pareil, on a donc justement ce regard sur soi qui peut changer, et puis tous les doutes, tous les questionnements, la peur de la discrimination, la peur de la précarité, la peur de la transmission, la peur du après. Donc, de vivre avec, en fait. Parce que c'est pas, même si effectivement, au niveau thérapeutique, il y a des avancées qui sont non négligeables, Oui. il n'est pas si simple de vivre avec une maladie et une infection, une maladie, quelle qu'elle soit. Et donc, en fait, il y a tout ce côté-là qui doit être des fois vu avec le psychologue pour un mieux-être. D'accord.
Et à côté de vous, merci Madame Mouka, nous avons donc Madame Fortuné. Fortuné, voilà, et vous êtes, vous, sage-femme. Alors, je le disais à l'instant, le désir d'être parent, d'être maman, d'être père, est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2025, il y a un tabou là-dessus? Est-ce que c'est à craindre ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut être parent et atteint du VIH? Alors, je pense qu'au point de vue de la société, c'est toujours un sujet tabou. Mais il y a des protocoles qui existent depuis longtemps pour prendre en charge les parents ou les mères ou les pères atteintes et surtout pour réduire le risque de transmission de la mère vers l'enfant. Donc il y a vraiment un protocole de suivi qui est expliqué au couple pendant toute la grossesse et au moment de l'accouchement, il y aura aussi une prise en charge bien spécifique. Donc après, notre rôle aussi est dans la prévention pour nous, les sages-femmes libérales. Donc ce n'est pas concentré que sur la maternité, Oui. mais aussi le versant gynécologique. Donc on a cette possibilité de prescrire les bilans préventifs dès l'adolescence, avec la consultation 15-18 ans. On a cette nouvelle possibilité de prescrire aussi aux partenaires dans le cursus, en tout cas gynécologique, de tous ces virus qu'on peut rechercher. Très bien, merci à vous. Dans un instant, vous nous direz à quoi peut s'attendre une maman ou un parent, un couple qui est touché par le VIH pour la préparation. Et vous le disiez, pas seulement dans ce laps de temps des 9 mois de la maternité, mais aussi en amont, comment se préparer quand on se sait atteint du VIH et ensuite l'arrivée de l'enfant. Parce que ça aussi, c'est la réalité, n'est-ce pas, humaine. Alors, je me tourne vers vous maintenant, notre dernier invité. Alors, vous nous pardonnerez, vous êtes le seul homme du plateau, Monsieur Jonathan Alfred, vous comprendrez. Très bien. Alors, vous êtes assistant social. Exactement. Et vous êtes là, vous travaillez aussi au SMIT. Alors, qu'est-ce que le SMIT? Le SMIT, c'est le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc là, vous serez reçu pour tout ce qui est traitement, accompagnement au niveau des maladies sexuellement transmissibles, mais également au niveau des maladies tropicales. D'accord. Alors, quelle est la réalité? Vous travaillez actuellement au CHU? Oui, tout à fait. Quelle est la réalité sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain aujourd'hui, comparé à il y a 15 ans, par exemple? Est-ce qu'il y a une progression dans le regard de l'autre, le poids social en tant que travailleur social? Est-ce que vous voyez une avancée ou sommes-nous toujours au même stade? Madame Mandala parlait d'isolement tout à l'heure. Selon les générations, il y a encore de l'isolement. On a une nouvelle génération qui est, semble-t-il, peut-être plus informée ou qui a Laquelle? peut-être moins peur. Plutôt les jeunes, entre D'accord. 15 et 20, 25 ans, qui est plus informée, aussi bien au niveau des traitements que sur la maladie. Donc, quand on les reçoit après une annonce, on les sent moins désemparés qu'une certaine génération un petit peu plus âgée qui a vu la maladie arriver, qui a vu un peu, je veux dire, entre parenthèses, toute cette publicité qu'on a fait autour du VIH. Et donc, cette tranche d'âge est plus concernée par l'isolement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les jeunes, mais cette tranche d'âge est plus concernée. Alors, vous accompagnez, vous soutenez, vous formez ces personnes qui viennent vers vous au CHU. Et ma question, la suivante en tout cas, c'est cet impact du VIH sur la vie. Une fois qu'on apprend la nouvelle, en tant que travailleur social au CHU, vous êtes, j'imagine, le maillon suivant. On dirige ces personnes vers vous pour les informer, les soutenir, les aider. Comment ça se passe? Alors, pas toujours. Ah oui? Mais dans une majorité des cas, D'accord. oui. De toute façon, il faut aussi qu'on puisse vérifier, puisqu'on est aussi un du CHU, mais aussi tout ce qui est accès aux soins, savoir si tout le monde est à jour. Donc, dans un premier temps, c'est ce dont on va s'occuper. Ensuite, c'est aussi l'accompagnement, on va dire un petit peu psychologique, l'acceptation aussi de la maladie. Donc, mais on est là sur toute la vie, on va dire. Sur toute la? Toute la vie. La vie, On les d'accord. accompagne tout au long de... Vous faites un... Tant qu'ils sont suivis par le service, on est là. Madame Mandala, je me tourne vers vous. Donc, vous disiez tout à l'heure, vous êtes sexologue. Alors, sexualité, on apprend qu'on est malade, il y a forcément un stop. Peut-être pas, vous allez me dire que tout le monde n'y met pas, et on en parlera tout à l'heure dans la tribune digitale justement, mais qu'est-ce qui se passe pour la sexualité, la notion de plaisir, quand on est marié, quand on a contracté la maladie par son époux? Enfin, il y a tellement de cas de figure. Pouvez-vous nous dire, en tant que sexologue, ce qui se passe à ce niveau?
Oui, effectivement, il peut avoir, comme disait Cédrine, une sorte de traumatisme lorsque la personne entend justement cette séropositivité. Et par la suite, il peut avoir une sorte de blocage aussi par rapport à sa vie affective et sa vie sexuelle. Oui. Donc, la personne ne va pas justement s'octroyer ou être libre pour pouvoir justement avoir une sexualité qui dit épanouie. Épanoui. Et donc, elle va garder ça en mémoire. Et donc, il y a certaines personnes qui vont être en mesure de demander de l'aide, que ce soit auprès d'un thérapeute, que ce soit auprès d'un psychologue, pour pouvoir justement euh, déplacer, pour pouvoir outrepasser justement ce blocage. Parce que justement, il peut avoir la peur de transmission, la peur de transmettre. Et cette peur-là, malgré les avancées thérapeutiques, malgré justement, comme on disait, lorsqu'on prend son traitement, on peut être en charge virale indétectable. Ça reste quand même inscrit dans, je veux dire, dans son corps, dans l'émotionnel, en fait. Et cette peur, elle reste là. Et donc, il y en a certains, justement, comme je disais, il s'opère une sorte de blocage et que ça empêche justement d'être soi-même et puis de s'abandonner à l'autre. Alors, Madame Mandala, vous permettez, l'émission s'appelle Faut causer et vous êtes là, on essaye d'outrepasser tout ce qui est tabou et d'aller dans le vif du sujet. Vous êtes sexologue, n'est-ce pas? Quelqu'un apprend qu'il a le sida. Vous parliez à l'instant de ne pas, quand on ne repère pas, vous disiez tout à l'heure, la charge virale. Donc, on est indétectable. Voilà le mot que je cherchais. Quand on est indétectable, est-ce que, dites-le à nos téléspectateurs, est-ce que cela veut dire qu'on peut avoir des rapports sexuels non protégés? Alors, effectivement, aujourd'hui... Ah oui, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas suffisamment. suffisamment. Ce qu'on veut dire, la charge virale indétectable veut dire qu'en fait, il y a beaucoup moins de risques de transmission. Parce qu'en fait, le virus ne se réplique plus. Alors, c'est bizarre de dire ça. C'est pas qu'il se réplique plus trop, mais en même temps, ça veut dire que nos policiers du corps, nos globules blancs, nos défenses naturelles sont mieux armées, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, elles laissent moins se passer le virus. Donc, de prime abord, on ne va pas vous dire charge virale indétectable, c'est égal, allez-y, faites vos vies. Non, on ne va pas vous dire ça, les personnes qui sont... voilà. On va juste vous dire qu'effectivement, à ce moment-là, il y a moins de risques que le virus soit... C'est-à-dire que le taux repéré au laboratoire sera très, très bas et qu'on considère effectivement que le risque est faible, mais il est toujours présent. Donc... Exactement. Donc, on fait attention quand même. Et puis, donc, ce n'est pas conseillé. Moi, après, chaque personne voit midi à sa porte. Alors, c'est pas que ce n'est pas conseillé, mais après ça, on dit qu'après une charge virale indétectable de plus de 6 mois, justement, les scientifiques s'accordent que le risque de transmission est très faible, justement. Donc, et là, ça permet justement aux personnes aussi d'être un peu plus libérées et puis de moins avoir, on va dire, ce coup près sur la tête, de se dire « Ah, mais cette peur de dire que je peux transmettre lors de mes rapports sexuels. » Mais justement, comment faire pour passer outre, pour aller au-delà de cette crainte de la transmission? Alors, c'est un travail. C'est possible ou pas? Voilà, oui, c'est un travail avec le médecin, avec les thérapeutes, avec les psychologues. Avec, sur les émotions, sur le regard sur soi, sur l'image corporelle, sur les informations notamment. Et comment vous aidez les personnes, parce que je ne sais pas si le mot patient, parce que ça reste... C'est des personnes. C'est des personnes, on est d'accord. Après, ça peut être un travail de longue haleine aussi, sur le long terme, parce qu'il y a différents publics aussi. Et puis des fois, ça révèle des blessures, des fois plus profondes. Donc en fait, on ne s'arrête pas. Moi, comme je disais ce matin, par exemple, je ne m'arrête pas à la personne à une infection. VIH, c'est la personne que je reçois. Et en fait, cette personne que je reçois, elle va évoquer ses doutes, ses blessures, elle va évoquer ses traumatismes, elle va évoquer l'annonce, elle va évoquer plein de choses. Et c'est sur ça qu'on va travailler et qui va lui permettre en fait d'aller mieux et d'aller vers quelque chose où elle sera un peu plus épanouie, où elle va aussi, lors des consultations, parce que les consultations
sont très, 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 très importantes au niveau du service des maladies infectieuses. Oui. Notamment parce que il faut regarder si les traitements sont bien pris, il faut regarder si les traitements n'ont pas d'effet indésirable sur la personne. Et qui fait ça? C'est vous? Non, Ce le sont médecin. C'est les ce sont les médecins, médecins. Ah oui, les les médecins, médecins. sexologues, Bien voilà. sûr, Ce sont les les médecins. médecins. Parce qu'il y a quand Mais- même un oui. suivi justement annuel, hein. Donc les personnes doivent retourner justement pour pouvoir vérifier ce qu'on appelle la charge virale pour savoir si elle est toujours indétectable. En fait. D'accord. Ouais. D'accord. Si les traitements fonctionnent. Voilà. Madame, vous Oui, êtes les sage-femme, profils, oui, il faut que je note parce que je vais changer ici votre nom. Quels sont les risques réels, selon vous, aujourd'hui, de transmission mère-enfant en 2025? Ce ne sont pas les mêmes risques qu'il y a 40 ans quand le Alors, sida a vu le jour. effectivement, aujourd'hui, le dépistage est quand même plus réalisé. Alors, on a vu que les chiffres ont quand même augmenté cette année, sur ce que j'ai reçu, me semble-t-il. Et on aura deux cas. Donc, le cas où la femme n'est pas au courant. Après, c'est très rare aujourd'hui. Ça n'arrive quasiment plus. On peut se rassurer de ça. Et donc, là, en fait, il y aura une prise en charge différente et rapide avec le médecin virologue, donc du service des maladies infectieuses, le gynécologue, ça ce sera le suivi obligatoire, en plus de la sage-femme. Et c'est vrai qu'on va essayer rapidement de mettre en place le traitement pour limiter déjà l'augmentation du virus déjà chez la patiente, mais aussi la transmission D'accord. pendant la grossesse déjà, et Mhm. ensuite après l'accouchement, à travers l'allaitement. C'est-à-dire que si la charge virale, par exemple, n'a pas été contrôlée, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'allaitement et que la femme, en tout cas le couple, sera préparé à cela. Et ce sera un allaitement artificiel. Maintenant, les femmes qui sont au courant, normalement avant la grossesse, on leur aura expliqué déjà dans le service qu'il faudra avoir une consultation préconceptionnelle. Donc avec le gynécologue, le virologue, il y aura déjà un protocole qui sera établi de façon à adapter le traitement, en général, qui va être modifié pour que ça ne soit pas trop fort et qu'il n'y ait pas de répercussions, par exemple, sur le développement de l'enfant. Donc il y a quand même un protocole qui est bien établi au sein des hôpitaux Super. de la Martinique. Mhm. Et c'est très rassurant Absolument. pour les couples. Une femme qui a le VIH aujourd'hui, son désir d'enfant n'est plus une utopie. Elle peut espérer avoir un enfant qui ne soit pas, qui naisse Voilà, qui naissent sans être sans contaminés. être Et contaminé. effectivement, si c'est une découverte avec une charge virale élevée, en général, on va quand même lui conseiller d'attendre en fonction du traitement qui sera instauré et que la charge virale soit bien diminuée. On essaie d'avoir une charge virale indétectable dans tous les cas pour que la femme puisse concevoir. Maintenant, je viens sur le sujet quand même plus délicat des agressions sexuelles, par exemple. Oui. Et ça reste une urgence. Et c'est pour ça que c'est important quand on dit aux victimes d'agressions, en tout cas de viol, parce que c'est plutôt dans ces cas-là, effectivement, qu'il peut y avoir une transmission. Quand on dit de ne pas forcément tout de suite se laver et tout ça, c'est qu'aux urgences, quand il y aura les prélèvements, on va s'assurer effectivement du type, en tout cas, d'agression dont il s'agit et tout de suite instaurer aussi un traitement préventif. Si on sait qu'il y a eu un risque, par exemple, avec un rapport non protégé, c'est très, très, très important que les victimes et que la population soient conscientes de ça. Donc, dans tous les cas d'agression, il faut essayer d'aller au plus tôt. Donc, accompagner, c'est mieux pour se sentir rassuré et en Bien sécurité à ce moment-là, pour que les traitements soient administrés. Et c'est aussi pour les soignants, parce qu'il peut y avoir des risques, en tout cas lors de l'accouchement, par exemple. Lorsqu'on va faire l'accouchement, on peut avoir une projection de liquide amniotique dans l'œil, par exemple, ou dans la bouche, ou lorsqu'on va, par exemple, recoudre, même si on a la paire de gants, avec les aiguilles, ça peut arriver. Donc, on a des précautions quand même particulières à prendre. On fait attention, tout en essayant de ne pas faire ressentir à la patiente le stress. C'est très important. Mais voilà, donc c'est pour ça que le suivi et la préparation aussi des équipes est importante pour la naissance. Mais aujourd'hui, voilà, les choses sont plus contrôlées et abordables. Merci pour ces éclaircissements. Je me tourne vers vous, Monsieur Alfred. On parlait encore une fois d'isolement tout à l'heure. Les discriminations, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre service en tant qu'assistant social, est-ce qu'il y a encore des discriminations? Ça existe toujours. Ça À existe quel niveau? toujours. J'ai envie de vous dire, c'est assez large.
Alors, il faut en parler, donnez-nous un petit peu de détails, parce que justement, l'émission Faut causer est là pour faire de la pédagogie, hein, n'est-ce pas? On l'a dit, Ben, c'est important tout de simplement, dénoncer ces choses. comme à l'époque, et c'est des choses qu'on peut constater encore. Certaines personnes ont peur de toucher quelqu'un qui est porteur du VIH, de boire dans la même timbale, d'utiliser la même machine à laver. Donc, des fois, au sein d'une même famille, on peut être isolé d'un étage à l'autre. Il y a tellement de On ne parle situations plus à que... la personne aussi. Ouais, aussi. Ah oui. Voilà. Aussi. On n'est plus invité aux réunions de famille. Qu'est-ce que vous conseillez? Hein, on a dit faut causer. J'aime dire ça parce que parfois les gens sont surpris de mes questions. Quand vous apprenez une telle nouvelle, un coup près, hein, on peut dire ça, on l'a dit. Est-ce qu'il faut justement, pour éviter les discriminations, faut-il garder pour soi ou est-ce que vous conseillez de le dire à toute la famille? Vous qui êtes psychologue, Madame Ouka, parce que oui, Alors, si c'est le dire et puis du coup on est retranché, autant garder cette information si on est bien soigné, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le Après, dire, pas le dire. Vous avez pas votre idée, faire. chers téléspectateurs, mais ici, voilà, on va chercher la c'est bonne mitigé question. par rapport je veux dire, à l'entourage de la personne et C'est de ça. comment elle va réagir mais par est-ce qu'on rapport sait au en amont, VIH. Madame Voilà. Mais déjà, Abdallah? Mais il y en a, Mais déjà, ils vont tester ou vont se dire, bon, regarde telle pub ou tel Voilà. message de prévention et puis voir comment la Comment personne va réagir, réagir. justement. Et Et, puis souvent, il faut aussi que la personne se sente bien avec, Qu'elle est acceptée. avec elle-même déjà, Ouais. qu'elle soit un petit peu plus assurée avant qu'elle puisse dévoiler. Après, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes sur qui on sait qu'on peut compter et qui ne vont pas nous décevoir. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 000 recherches. On sait que avec elle, avec cette personne-là, il n'y aura pas de problème et il n'y aura pas forcément aussi de fuite, parce que les personnes aussi ont peur de la fuite des informations. On est sur On est une en petite Martinique, île. hein, voilà. On est sur une petite île, donc tout se sait, etc., etc. Donc, les personnes vont essayer des fois de se soutenir par des moyens divers et variés. Mais il faut, moi, je pense je peux pas dire il faut dire ou il ne faut pas dire. Parce qu'en fait, en réalité, tout dépend de l'entourage qu'on a, tout dépend de la personne et de la confiance qu'on a de la envers cette confiance personne. aussi qu'on a Vous êtes envers les gens. d'accord, tout le monde, avec ça? Oui. Et Oui. il faut d'abord accepter la maladie si on veut, si on veut en parler. Et puis accepter aussi les retours, parce que c'est pas forcément bien accueilli. C'est Mais ça. il faut aussi accepter que ce ne soit pas bien accueilli. Mais encore une fois, comme on disait un petit peu ce matin, il y a un manque de connaissances qui favorise des fois le rejet. Donc, il faut informer, donner plus d'informations et orienter aussi ceux à qui on souhaite dévoiler les choses. Mais il n'y a pas de marche à suivre. C'est Voilà, comment on le sent, et puis c'est selon l'entourage. C'est ça, mais C'est à qui. nous sommes tous les 5 d'accord que s'il y a une personne à qui il faut le dire, c'est le partenaire sexuel. Alors, Alors, c'est même le là, mot il faut. C'est le mot, c'est vrai, c'est le mot il 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 faut. n'y a pas qui- d'obligation. Voilà, C'est le mot Il n'y a pas Il n'y d'obligation? a pas Non. d'obligation. Alors là, je tombe des nues. hein. Parce que tout. Il serait préférable. Voilà, ce serait, Voilà, il on va serait pas dire préférable. il faut. C'est Ouais, vrai, en fait, c'est le terme d'accord. c'est d'injonction qui le stresse. il faut qui est Qui pas vous gêne. forcément, qui est gênant. Ouais. Alors Parce- pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire pour vous? Parce qu'en fait, si jamais je viens de commencer ma relation avec quelqu'un, j'ai pas encore forcément toute la confiance en fait cette personne. Donc j'utilise un préservatif, je suis tranquille et j'ai pas forcément besoin de lui dire exactement ma séropositivité ou pas si je me sens pas à l'aise avec. Ce matin, je prenais l'exemple, je ne vais pas forcément dire à une personne pour qui pourtant ça vient de matcher, hein, on vient de démarrer une belle histoire, mais je ne vais pas lui dire que j'ai diabète, hypertension, que j'ai été cérébro-lésée. C'est la même chose Ça fait pour partie vous? de mais l'intimité ça fait partie de de l'intimité, de ça la fait partie de personne. soi. Voilà, de soi. Et puis, là-dedans, c'est toujours un questionnement, en tout cas pour les personnes, pour avoir fait des ateliers avec les personnes. Certaines, elles souhaitent être authentiques, d'être vraies et puis de le dire. Mais il y en a d'autres qui vont justement le garder pour elles-mêmes parce que bon, tout dépend du type de relation qu'on va entrevoir avec cette personne-là. C'est le premier soir ou bon, je sais pas, on ne sait pas jusqu'à où que ça peut arriver. Il y a certaines personnes qui ont
déjà dit et qui ont été victimes de rejet, que tout, voilà, de harcèlement. de harcèlement. C'est répété sur la place. C'est ça, Voilà. hein, il Il y a plein de... différents cas de figure qui font que certaines personnes ne voudront pas révéler, même avec un époux avec qui vous êtes depuis 10, 20 ans, c'est aussi des choses qui peuvent être retenues contre vous. On va vous dire, c'est toi qui as ramené ça au milieu du couple, c'est toi, et puis voilà, c'est difficile de vivre avec ça. Donc tout dépend, comme on a dit, tout dépend. Vous voyez tous les mimiques de visage. Alors, je perçois Ça va aller, l'inquiétude ça va aller. et je pense que ce sont des relations pour lesquelles il faut vraiment prendre du temps à Oui. faire connaissance avant de passer à l'étape sexuelle. Parce que se mettre à la place du partenaire où on ne s'est pas forcément dit si on était... Voilà, on n'a pas fait de test à l'avance. Ça fait 4 mois de relation. Finalement, on se dit on y va sans faire les tests, avec préservatif. Et puis, il y a le cas, par exemple, où le préservatif se déchire. Voilà, du côté de la personne qui C'est est ça. porteuse, ça va être source de stress. À ce moment-là, savoir comment est-ce qu'elle va annoncer. Parce qu'il va falloir peut-être le dire et qu'il y ait un rendez-vous rapide dans le service. Alors, soit pour avoir un traitement ou faire un contrôle 3 semaines après, puis 3 mois. Donc, c'est assez délicat. Et aujourd'hui, le rôle de l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est vraiment d'informer sur tout ça et sensibiliser pour que tout le monde se dépiste régulièrement, qu'on sache où on se situe. Et ce sont des sujets qu'il faut aborder normalement avant d'entamer Qu'en dites-vous, Madame la Mandela, sexualité. en tant Donc, que c'est délicat. sexothérapeute? Oui, très effectivement, délicat. ça peut être délicat. Après, c'est vrai que les personnes, il y en a qui ont des stratégies aussi, où se dire, bon, on va, je connais pas non plus je veux dire, ton vécu, donc allons faire des tests de dépistage ensemble, ou allons prendre un traitement on appelle un traitement post-exposition, hein, Ou donc pré, oui. pour éviter d'avoir le VIH. C'est le même traitement qu'on va proposer aux personnes aux professionnels, justement, qui ont un accident d'exposition au sang ou au virus. Et donc, elles élaborent aussi certaines stratégies s'il y a justement un bris de préservatif. Et c'est vrai que l'accent est beaucoup mis sur, encore une fois, les traitements et cette charge virale indétectable qui, justement, je vais dire, allège en tout cas le poids, cette peur de transmettre. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que quand même, dans la partie inconscient collectif, quelqu'un qui a été infecté par le virus, c'est quelqu'un qui a une sexualité débridée. Exactement. Et en fait, on n'est pas forcément infecté parce qu'on a eu une sexualité débridée. Il suffit d'une fois, en fait, pour avoir une charge virale qui ne soit plus, on va dire, comme elle est. Donc, en fait, il faut qu'on arrête aussi avec le côté tabou, en fait, comme on disait, fait que on ne parle pas assez du sida, on ne parle pas assez du VIH, on ne parle pas assez de sexualité de manière générale. On communique peu aussi dans le couple, justement, sur ses désirs, sur ses besoins, sur L'amour, voilà, tout sur court. l'amour tout court. Et on pense que tout vient de manière naturelle parce qu'on est amoureux. Tout va s'imbriquer et puis on va vivre ensemble pour la vie. Et avec Alors une que communication c'est passive. important d'avoir cette communication et ça veut dire de parler de soi, mais aussi d'être en mesure, comme disait Jonathan, d'écouter l'autre aussi avec empathie, avec donc de comprendre ce que la personne vit. Comment est-ce que vous accompagnez quelqu'un qui n'ose pas annoncer sa séropositivité? Comment est-ce que vous l'aidez à le dire? En fait, on ne va pas l'aider à le dire. C'est surtout ça, en fait. On ne va pas l'aider à le dire. En fait, si la personne est à l'aise ou si elle est justement on va par d'abord, rapport à oui, ça. on va d'abord savoir comment elle va, comment elle se sent, comment. Et puis, Oui, elle va donner ses raisons, en fait, surtout si jamais elle veut le dire, elle va nous dire Les avantages de le dire. Voilà, les avantages, les inconvénients aussi, ce dont elle a peur, pareil. Et l'idée, c'est pas, de manière générale, on ne force pas quelqu'un à les dire. On n'est pas là pour convaincre de dire. Oui. On est là pour Accompagner, écouter. Et c'est la personne qui saura si elle est prête. Et après, si elle a peur et qu'elle veut l'annoncer, on peut lui conseiller de venir avec son entourage, Voilà. qu'elle soit informée en C'est consultation. ça. Si elle Alors, est- je ne parlais pas de convaincre. Je dis quelqu'un qui n'ose pas, qui veut le faire. C'était ça ma question. La personne, c'est vrai que certaines personnes viennent, comme je disais aussi, en consultation
au SMIT, oui, au service de maladies infectieuses, excuse-moi, hein, mais service maladies infectieuses, avec les sages-femmes, avec les psychologues, les sexothérapeutes. Alors, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons annoncer. À aucun moment donné, ce sera nous. Ni le médecin aussi. Aucun des professionnels ne va annoncer. Mais par contre, nous sommes là comme un soutien pour permettre à la personne de mettre les mots. Et après, on va donner éventuellement des explications à la personne qui est venue avec, pour pouvoir rassurer aussi, peut-être, pour pouvoir répondre aussi à des questions qu'elle pourrait et dédramatiser aussi. Alors, il y a des mots comme la peur, la honte, la culpabilité. On les entend encore, ces mots-là? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Les personnes encore, c'est quand j'ai fait un atelier, c'était au mois de novembre, et il y a encore cette culpabilité qui est très présente. En tout cas, pour certaines des personnes qui étaient là dans l'atelier, culpabilité d'avoir été infectée, d'avoir eu les informations, mais de ne pas être protégée. C'est encore très présent. Et puis, on remarque que cette culpabilité n'est pas seulement au niveau de la vie affective et sexuelle, mais c'est vraiment de manière générale, en fait. Oui. Je pense que déjà, tout ce qui est maladie en lien avec la sexualité est encore très tabou. Bon, c'est quelque chose qui a malheureusement à l'époque été tellement médiatisé de façon négative avec des images négatives qu'aujourd'hui, ça marque encore les esprits. Mais oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra totalement. Donc, tant plus les professionnels vont aborder ça de façon détendue, mais ça reste quand même quelque chose de délicat. On sait qu'il y aura toujours une peur de transmission ou le poids de culpabilité, je ne sais pas si on réussira à l'enlever totalement un jour. Mais Alors, je voulais juste rajouter là-dessus, mais c'est que on nous demande, en tout cas, qu'on fait de la prévention, mais mettez des images. Mais avant, ça fonctionnait. Alors que on voit que la prévention par la peur, Ça fonctionne Ça pas. fonctionne pas. C'est l'effet justement Ça inverse. fonctionne Alors, pas, ça l'effet. pourrait être de la prévention pour... Alors, dans le cas du VIH, c'est quand même délicat. Voilà. Pour les Et autres puis, on voit que infections, c'est- ça permet de repérer rapidement chez soi parce qu'on peut passer à côté. Mais là, c'est quand même un virus, je dis plus sournois, parce qu'on ne verra pas de symptômes. Oui, c'est pas écrit. Non, hein, c'est pas écrit, Voilà. mais c'est aussi c'est le lien aussi de la personne, par exemple, qui a été infectée. C'est comme si c'est lié au sang, le sang qui donne la vie. Or, ce sang-là, Il est malade. il est malade, il donne la mort. Mhm. Il y avait ça. Hein. Il y Donc, avait ces ça, stigmates-là sont Ils sont restés. bien présents. Ils sont bien Voilà. présents. Et moi, tout à l'heure, je voulais prendre la parole parce que, en fait, tout ce qui touche à la sexualité est vraiment tabou. Là, on a une sage-femme à côté de nous. Nous sommes beaucoup de femmes, excuse-moi, monsieur. Mais par exemple, tout ce qui va être mycose et tout ça, on se dit, mais non, il ne faut pas dire. On a peur, en fait. Tellement aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de sexualité vraiment au sens large, et l'éducation affective et sexuelle est très importante parce qu'il faut qu'on arrive à détabouiser ça. Parce que, oui, j'aime mon terme détabouiser. Détabouiser. J'aime mon terme détabouiser. C'est un nouveau En tout terme. cas, il est clair. Oui, hein, On a et compris. il fait partie du dictionnaire Cédrinouka. Il est en vente libre. C'est Mais tu gratuit. parles des femmes, Mais mais en vrai, les des hommes femmes et aussi, des hein. hommes, aussi. Et Les c'est hommes vrai que- aussi. Il faut Les hommes, ça enlever peut- le les hommes, ça tabou. peut être pire parce que, ne serait-ce que le soin chez les hommes, c'est C'est en difficile. train de changer. C'est en train de C'est en changer. train de changer et mais on a c'est- de plus Pourquoi en c'est plus d'hommes. difficile? J'ai envie d'entendre ça. Pourquoi c'est difficile? Je pense que c'est une mentalité qu'on a ici. L'homme fort, l'homme faible, c'est pas un homme. C'est ça. Donc, un homme malade, c'est un homme faible. Donc, aller se soigner, c'est être faible. Être malade, c'est être faible. Donc, pourtant, il y a beaucoup d'hommes suivis chez nous, mais on a cette crainte, tout simplement, des fois, de savoir aussi. Mais On préfère rester dans le déni. voilà, même c'est si ça. on voit certaines choses, on préfère rester dans le déni. Et malgré aussi les pratiques hein, qui peuvent être à risque, Oui. on préfère rester dans les hommes. Il y a certains C'est hommes ça. qui préfèrent rester dans le déni ou de ce C'est que grave, j'ai quand même. déjà vu sur le terrain, d'envoyer la partenaire faire un test de Exactement. dépistage pour dire mais si elle a rien, moi aussi j'ai rien. C'est ça. Voilà. Et mon conseil... Est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours vrai, on Mais est Non, non. d'accord. toujours. Et justement, mon conseil aux patientes en général, c'est d'y aller en même temps que le partenaire. Et à un moment, on s'impose en fait. Parce
ne vient pas faire le dépistage, mais il n'y aura pas de sexualité, en tout cas libre. Il faut qu'on arrive à redonner confiance aux hommes pour qu'ils fassent les dépistages autant que les femmes au final, parce qu'on va dépister des choses chez les femmes. Elle parlait du tabou et un peu de ce poids de culpabilité, aussi des mycoses ou vaginoses, où parfois les hommes pensaient que ça pouvait être eux qui transmettaient ou que les femmes pouvaient leur transmettre. En général, c'est quand même très rare qu'ils aient des symptômes, mais parfois eux, ils ont des infections sexuelles voilà, avec des symptômes qu'ils minimisent. Et finalement, la femme, elle, quand elle sera contaminée, les symptômes seront majorés et ils vivent encore avec un poids de culpabilité. Et quand ils recréent une autre relation, ben, ils sont encore dans ces peurs. Donc, il faut dépasser ça. C'est pas évident. Et donc, on a cette éducation à faire pour le moment, c'est en donnant un petit peu la main. Sur un autre média, je lisais un article de cette dame qui témoignait qu'elle avait été, vous l'avez lu, hein? Oui, je vois Madame Abdallah qui acquiesce, qu'elle a été contaminée par son époux. Et elle en parlait, oui. Oui, non, oui, j'étais en train de me dire, mince, on a vu qu'il y avait un message sur lequel il fallait qu'on réponde. Oui, effectivement. En lien avec Un ça. commentaire qu'on devait répondre. Ah oui, oui, ah oui, par rapport à ça, donc vous par savez de rapport à quel média. d'où vient le virus du sida. Il faut qu'on Oui, il faut réponde qu'on là-dessus. regarde. Et donc, mes questions sur le fait de partager l'information vient de là, parce que j'étais outrée en lisant cet article ce matin. Je me dis, ils sont mariés. Enfin, je sais pas, hein, on me dit souvent, Clara, tu vis encore dans le monde des bisounours. Mais bon, ils sont mariés et lui, il lui a donné et il a dit qu'il savait, mais il avait peur, si on parle du même article, il avait peur de lui dire, de lui donner l'information. Il lui a quand même transmis, là on ne parle pas d'un petit cadeau, hein. Ben, Qu'est-ce que là-dessus alors, l'infection, c'est déjà un franchement, cadeau, mais la mesdames, peur est la mais même, la quel peur. que soit le virus C'est ça. d'infection. Et c'est vrai que c'est pour ça que la prévention aujourd'hui est importante, parce qu'on parle d'une génération oui. pour laquelle la sexualité était encore beaucoup plus tabou aujourd'hui. Et puis à l'époque, c'est vrai qu'on a instauré aussi ces bilans prénuptiaux où on faisait ces recherches, mais ça n'a peut-être pas toujours été fait, en tout cas chez Mais nous. dans Aujourd'hui, le- ça n'existe plus et on se C'est base ça. sur la confiance dans le couple et la communication. Et normalement, ce sont des choses qui sont Ça entraîne pas en mal train de choses. de diminuer. En dépit de révéler la maladie, c'est aussi révéler une infidélité. C'est ça, C'est exactement. tout remettre en cause, c'est tout remettre sur le tapis, Remettre que ce en soit cause la la- famille, le la couple. relation. Et puis c'est des fois aussi une révélation à une famille un peu plus élargie. Donc ce sont des choses qui sont difficiles à révéler. Et c'est aussi à nous, professionnels, de dire qu'on est là pour accompagner s'ils ils veulent vraiment dire les choses. C'est ça. Et là, on Et- en revient à la sexualité et au couple où c'est important, La dès communication. le début C'est de ça. relation, de dire ce que l'on souhaite comme type de relation. Parce que on est, en tout cas, les nouvelles générations sont quand même assez claires sur est-ce qu'ils souhaitent une relation exclusive, une relation un petit peu plus libre. À l'époque, c'était très difficile. Ça allait de fait, voilà, on se dans les mettait en couples. couple et puis on va Et- se marier. Oui, aujourd'hui, Bon, on parle de voilà. trouble, on parle C'est de... ça. Donc, Oui. c'est quand même plus simple. Et nous, notre rôle, c'est de savoir en tant que professionnel que ces différentes configurations, en tout cas, sont plus facilement exposées, en tout cas, entre partenaires. Donc, que le dépistage, en tout cas, soit fait dans le trouble, par exemple, Oui. pour que ça limite des risques en cas de contamination, par exemple, étendus. Une petite question hein, qui concerne toujours notre thématique, mais un petit peu à côté, on va dire. Quand on est atteint du VIH, une femme qui doit accoucher, je crois qu'il y a, on peut pas, il y a plusieurs types d'accouchements, donc on peut accoucher à la maison, dans les bassines, hein, etc. Oui. On peut quand on est Alors, atteint du VIH, parce que tous les types d'accouchements ne sont pas possibles. Les quand on est malade. accouchements à domicile, en tout cas, chaque personne fait selon, on va dire, ses peurs. Moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose que je ferais parce qu'il y a un protocole. Là, c'est un accouchement à risque avec un risque de transmission pour le bébé. Donc, il faut vraiment qu'elle accouche à l'hôpital, que le protocole C'est soit ça. respecté et la surveillance. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle a, par exemple, une charge virale un peu élevée qu'on va faire une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie basse, parce qu'il y aura peut-être plus de risques au cours de la césarienne, puisqu'il va falloir faire une incision. Voilà, donc on va privilégier peut-être plus l'accouchement avec un bain spécifique pour le bébé, avec un savon spécifique pour réduire encore ce risque de transmission. Donc ça n'augmente pas le risque de césarienne, au contraire, on sera peut-être plus prudent pour limiter, par exemple l'épisiotomie, on va l'éviter, ou les instruments pour limiter les risques de lésions chez la mère et aussi chez le bébé, et puis pour les professionnels.
Selon vous, la question est pour vous quatre, hein. Qu'est-ce qui doit changer dans notre société pour alléger un peu la charge mentale des malades ou des personnes atteintes du VIH? Le Est-ce regard, qu'il y a Le le regard, regard? je vois c'est pas sur le d'autres mots, regard, hein. le regard des sur personnes sur sur le la VIH. sexualité. Mhm. Sur le Sur la VIH, sexualité, et puis sur la le sexualité hein, de VIH. manière générale. Effectivement, comment dire, comme je disais tout à l'heure, ça prend plus de temps de changer le regard par rapport au VIH parce que justement, c'est lié au sang et c'est Mm. lié à une sexualité qui était, hein, auparavant, qu'on disait, en tout cas, qu'on disait que c'était anormal. Donc, et qu'on disait, hein, c'est pour ça que je mets des gros beaucoup de guillemets. beaucoup de guillemets. Oui, et puis surtout, Hein, quand voilà. on parlait de sida, de VIH, Voilà. on ciblait un certain Puis- nombre de Et puis personnes, les qu'on avait, homosexuels, etc. exactement, à l'époque, on appelait ça notamment la Les- maladie des les 4 4 H. H. Je ne sais pas Oui. si vous vous rappelez, pour Mm. ceux qui sont Alors, les 4H pour nos Donc, téléspectateurs. homosexuel, haïtien, Héroïnomane héroïnomane et et hémophile. Mhm. Et on s'est aperçu L'histoire que, du sang contaminé. voilà, Exactement. notamment, Donc et là, puis on on dit s'est stop, Stop, ça justement, n'existe plus. à hein. surpoids sur la population Absolument. haïtienne Exactement. ou homosexuelle. Et on voit que ce sont des stigmates qui sont restés et qui perdurent et qui collent à la peau par rapport à justement à cette maladie, à cette infection. Et donc c'est la nécessité, comme disait Cédric, de détabouiser, Merci. Avec des vrais Merci. de changer, de Dictionnaire Cédric Lucas. parler, Merci. de parler des représentations. Et effectivement, à l'association, lorsqu'on fait des interventions, notamment en prévention, c'est pas seulement de dire oui, ben, ça se transmet par voie sexuelle, sanguine, mère à l'enfant. Tout le monde sait ça. Hein. Je veux dire, à 98%, tout le monde sait ça. Mais c'est aussi d'échanger sur notre façon, notre De regard percevoir. de percevoir cette infection, cette maladie. Alors, quelles actions concrètement sur le terrain de prévention devraient être plus mises en avant? Est-ce que vous plus de spots TV, plus de spots radio, plus de distribution de... Ah oui, d'accord, madame, si vous ne l'avez pas vu, chers téléspectateurs, madame Mandala m'a fait... Oui, D'accord, money, donc money. subvention, ah Oui, oui, Parce que les frapper aux bonnes portes. subventions baissent Baissent. d'année en année. Ah oui, Et effectivement, bon, pour ceux et celles qui travaillent dans des associations, les associations ont moins de moyens et c'est souvent des petites équipes qui font plusieurs choses. Donc, on est sur les tous les petites fronts. mains qui Et- Que s'agissent. ce soit au Et niveau de la voilà. communication, alors que peut-être que c'est On pas n'est notre pas cœur, notre boulot. c'est pas notre cœur de métier. On n'est pas des community managers, mais on s'improvise community manager, on s'improvise plusieurs métiers. Moi-même, je suis formatrice, mais community manager, et ça y est, ça. Et donc, on doit maîtriser plusieurs choses. Mais les moyens, c'est vraiment important pour pouvoir mettre en place, justement, ces actions, pour pouvoir ça. toucher, être au cœur, justement, de la population. Parce que, justement, au niveau de l'association, nous recevons des subventions, notamment au niveau de... Le plus gros financeur, c'est l'ARS, mais c'est pour un nombre spécifique d'interventions. D'accord. Et on aimerait être partout, on aimerait partir Ouais, c'est partout, ça. mais c'est pas... Humainement, c'est pas possible. Voilà, c'est humainement pas Voilà, c'est pas possible. possible, financièrement, Pareil, c'est pas les possible non plus. bénévoles, le monde du bénévolat est quand même Oui, aussi. compliqué et difficile De nos jours. aujourd'hui. Même si on veut bien faire, mais on peut pas. Les associations ont bon vouloir, mais la capacité, c'est des fois difficile. Excusez-moi. En fait, c'est vrai que les moyens, les subventions aideraient beaucoup. Après, au niveau du regard des personnes, c'est vrai que les émissions aussi les émissions télé, les spots télé peuvent aider aussi, puisque bon, nous, à une époque, j'ai souvent tendance à dire ça pour voir comment la discrimination a été menée par la télé. Il y a 50 ans et plus, la télé montrait des couples dominos pour pouvoir accepter les couples qui étaient noirs et blancs. Ensuite, on a eu notre génération avec Melrose Place et Beverly Hills et tout ça. Ah, ça, c'était bien. Fallait forcément qu'il y ait une personne homosexuelle. Alors, malheureusement, c'était souvent des homosexuels. Oui, on avait un token Et de chaque où communauté. Homosexuel, à Beverly Hills, c'était une hétérosexuelle qui était
mais qui étaient infectés par le virus. Et on les voyait en fait fonctionner comme d'habitude. Ils n'avaient pas, sur ces séries-là, il n'y avait pas de stigmate, contrairement à Philadelphia, le film où là c'était vraiment beaucoup plus marqué. L'objectif était différent. Exactement. Mais en fait, dans les séries, il y avait chaque fois quelque chose comme ça pour pouvoir montrer à la population que ça existe et qu'on peut vivre avec. Ensuite, il y a eu sur la partie homosexuelle et puis maintenant sur les papas qui doivent changer les couches. Alors, moi, je pense Alors, que quelle transition, dis donc. ce qui est important, Non, c'est mais que la télé qui a montré. il faut une action globale de la société. Action SIDA ne peut pas être partout parce que les financements, on sait qu'ils sont limités. On sait qu'on a ce réseau, en tout cas de professionnels de santé qui peuvent prescrire. On a la sécurité sociale qui envoie les informations via Amélie, le site Amélie, pour le bilan de prévention annuel. Ce bilan, il existe. Donc aujourd'hui, tout le monde est censé recevoir sur son compte Amélie l'information qu'un bilan gratuit est possible en laboratoire, plus les interventions en milieu scolaire qui sont très importantes. Alors, quand je dis qu'ils sont très importantes, qui ne sont pas encore assez, en tout cas, effectuées, mais qui sont encore remis en cause en 2025. Mais on ne devrait pas, justement, en être là encore en 2025 et que ça soit nous, sages-femmes ou les associations, nous devrions pouvoir intervenir beaucoup plus fréquemment dans les établissements parce qu'il faut agir auprès des jeunes. Et on voit qu'il y a eu hein. justement l'annonce d'une augmentation de cas en France, alors que les médias ont partagé ultramarins, mais c'est la France entière qui est concernée, pas plus la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Il faut arrêter aussi avec ces discours des médias qui font encore courir le bruit que dans les populations antillaises, que les infections sont plus importantes. C'est la France entière qui est condamnée, qui est concernée par cette augmentation. Donc, on a vraiment un travail important à faire. Et les familles, il y a la personne la plus à l'aise dans la famille, le papa ou la mère, doit aborder ces questions de vie affective et sexuelle dès les 15 ans, parce qu'on sait que c'est la moyenne en France de début d'activité sexuelle. Et si vous n'êtes pas à l'aise, venez dans les cabinets médicaux pour avoir les informations déjà et être guidé. Même, c'est ça, en avant, j'allais dire avant 15 ans. Vous vouliez intervenir rapidement parce qu'on a notre tribune digitale, pardon, dans un instant. Vous vouliez réagir sur ce que non, dit? je disais, c'est vraiment, je suis d'accord avec la sage-femme et effectivement, l'éducation à la vie sexuelle est très importante, mais elle est, comment on peut dire, elle est encore remise en cause en 2025. Et même si c'est dans les codes, dans les textes d'éducation nationale depuis 2001 de prévoir 3 séances d'éducation à la sexualité par an, de la maternelle jusqu'au lycée, et là, ils ont fait une réforme pour dire que, finalement, on va appliquer, parce qu'ils ont fait des études pour dire que c'était appliqué de manière inégale. Et que là, on va renforcer le coup. Donc, et c'est dommage d'être encore sur du militantisme pour se dire, mais il faut appliquer. Donc, c'est de la peur. C'est essentiel. Il y a encore de la peur et c'est essentiel. C'est de la peur d'érotisation et d'hypersexualisation, alors qu'on ne parle pas la sexualité que de rapports sexuels. On est sur de la vie affective, de ressentiment des émotions, de l'amour, dans le respect, l'apprentissage du consentement, mais en fonction des stades de développement de l'enfant. Donc ça, il faut le dire. Parce que mais on ne le dit pas parce qu'on ne nous laisse pas l'opportunité. Juste les choses. Et on ne rentre pas en profondeur. Mais le programme est disponible dans les réunions. Le programme est disponible sur le site. On sait que très peu de personnes vont sur les sites. Bien sûr, mais ça permettrait de rassurer par des spots de il faut parler un langage que tout le monde comprend. C'est ce qu'on essaie de faire dans Faut Causer. Exactement. Messieurs, dames, je serai obligée d'arrêter net. Ce sera aussi notre conclusion, la tribune digitale. À tout de suite. Alors, la tribune digitale, c'est une question ou un avis de téléspectateur qui dit la chose suivante. Je considère qu'une personne vivant avec le VIH aujourd'hui est responsable de sa situation. Ce n'est pas un jugement social, dit-il, mais c'est l'étalage d'un manque de jugeote. Oui, alors les mots ont été durs. D'où la citation. Alors, qu'avez-vous à dire? Et ce sera d'ailleurs votre conclusion à cette personne et à toutes les personnes qui pensent comme elle. Alors, c'est comme dire une femme qui se retrouve enceinte, une grossesse non désirée, qui n'avait pas de contraception, c'est sa responsabilité, c'est sa faute. Alors, la santé, c'est quelque chose quand même d'assez complexe et qui n'est pas palpable pour tout le monde ni maîtrisable. On sait que la sexualité, il y a beaucoup de peur derrière,
Maintenant, c'est quelque chose qui nous demande de la liberté et que parfois, on a envie de se lâcher. Ok, donc on sait qu'il y a des dépistages, de la prévention, mais parfois, par peur et blocage, selon l'éducation des individus, on peut arriver à des situations. Donc, voilà, aujourd'hui, on doit déculpabiliser. Ce n'est plus un discours qu'on doit tenir. Très bien. Je crois que j'ai pas mieux parce que le manque de jugeote, j'avoue que ça m'a choquée. C'est un jugement. C'est un C'est jugement. un jugement. C'est un jugement et tout en oubliant qu'en fait, une infection de ce type ou une infection sexuellement transmissible, tout le monde personne n'est à l'abri. Voilà, tout le monde Voilà, on peut tous y passer. Peut-être qu'ici, autour de la table, il y en a un de nous ou deux, ou tout le monde qui est infecté et ça ne se voit pas. Et ça, c'est important aussi de le dire. C'est pas un manque de jugeote. Les personnes vivent et il faut vivre. D'accord. Voilà. Monsieur Alfred. Moi, j'ai C'est juste ça. envie de dire que vous êtes chez vous, vous n'avez pas de sexualité en dehors de votre époux, votre épouse, lui est infidèle ou elle est infidèle, elle vous ramène la maladie, est-ce que c'est de votre faute? Vous vous êtes tenu à KO, vous n'avez rien fait, est-ce que c'est de votre faute? On ne peut plus tenir ce genre de discours-là en 2025. Et c'est bien la preuve, en fait, de la méconnaissance des choses qui font qu'aujourd'hui, on a ce type de discours-là. Ou bien d'un état d'esprit qui... Et puis, quelqu'un qui se fait violer, est-ce que c'est quelqu'un qui est allé chercher quelque chose? C'est ça. Par On exemple. a plein d'autres situations comme ça. Allez-y, Je madame. suis d'accord Armandella. avec tous les collègues. Et justement, dans la sexualité, on ne va pas chercher des maladies. On va chercher de l'amour, De l'amour. du Faut le plaisir. rappeler. Oh. On veut Oui, vivre, là voilà. pour faire Et puis, bien. un rapport sexuel, on va dire, c'est beaucoup d'émotionnel, en fait. Donc, on cherche de la gaieté, on cherche du plaisir et franchement, comme disait Cédrine, c'est du jugement de se dire, mais c'est avoir été d'un manque de jugeote. Alors, pour passer de ce jugement à un message à une personne qui viendrait d'apprendre sa séropositivité-là, vous diriez quoi si vous aviez un message à transmettre? En conclusion. Plus vraiment. fausse. Moi, c'est mon mot de fin Mais souvent. comme tu disais, il faut vivre. Il faut Il faut vivre. vivre. La vie ne Plus s'arrête fausse. pas. Vivre avec et puis on est là pour pouvoir te soutenir si ça ne va pas. Un contact voilà. de votre L'Action association Sida Martinique. Action Sida Martinique. Alors oui. 0596 63 12 36. 63 12 36. Merci à vous quatre Merci. d'avoir été là et puis avec autant de bienveillance. Nous sommes, tous Itata vous remercie et nous sommes admiratifs devant ce que vous faites. Continuez, nous sommes avec vous. En tout cas, la porte de Fort Causé vous est ouverte quand vous voulez. À très bientôt et puis bonne continuation. Au revoir, Merci. Tous Itata. À jeudi prochain.